Et donc maintenant, il m'incombe un exercice qui va consister en résumé 1 an de travaux sur le travail pair dans le cadre du projet Travail pair, santé mentale et lutte contre les exclusions. Donc c'est un peu mon grand oral. Mais je vais essayer d'être claire et le plus synthétique possible pour qu'on ait derrière la place pour les échanges avec nos intervenants sur les différentes tables rondes. Alors, je ne vais pas reprendre les définitions de la paire aidance, du travail pair qu'a repris Sophie, mais c'est important pour nous, dans cette enquête, de parler de travail pair plutôt que de paire aidance, parce qu'on parlait d'une activité rémunérée, de professionnels qui s'appuient sur leur savoir expérientiel, et pas de paire aidance bénévole. On a rencontré 8 structures pour décrire les pratiques de chacune d'elles concernant le travail pair. Et vous verrez dans les guides qui vous ont été distribués ce matin qu'on a intitulé une synthèse de notre enquête sur décrire la réalité multiforme du travail pair dans le secteur de la lutte contre les exclusions. Ce dont on s'est rendu compte dans cette enquête, c'est qu'il n'y a pas un travail pair, il y a un travail pair par structure qui le développe, et même un travail pair par travailleur pair ou travailleuse pair. On a des approches qui sont différentes, des structures qui fonctionnent en multiréférence, d'autres qui fonctionnent autrement, avec une complémentarité des approches entre travailleuses sociales et travailleurs pairs. Et donc, c'est cette réalité multiforme qu'on a souhaité décrire. Et pour ça, on s'est appuyé sur des entretiens avec des travailleurs, travailleuses pairs, des travailleurs, travailleuses non pairs, pas forcément travailleurs sociaux, des cadres, des équipes, parce qu'il nous semblait important d'avoir aussi la vision institutionnelle du travail pair. Et on a également rencontré des personnes accompagnées pour baser ce travail d'enquête. Donc les structures qui ont participé à l'enquête, c'est la PHI Chumaré du groupe SOS, donc PHI, plateforme pour un hébergement inclusif. Le programme Se rétablir dans son logement du groupe SOS. Les projets repères plutôt, d'Arcats. Les ACT Un chez soi d'abord des départements de Paris, de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine. L'atelier chantier d'insertion de travail pair des enfants du Canal et la halte humanitaire dans laquelle interviennent les travailleurs pairs de l'atelier chantier d'insertion travailleurs pairs de la Fondation de l'Armée du Salut. Je vais revenir rapidement sur quelques axes qui sont ressortis du travail d'enquête. Tout d'abord, on a la question du recrutement et de la salarisation et de quelle forme prend le travail pair. Et on est parti, un constat qu'on fait et que toutes les équipes font, c'est qu'il y a une absence de référentiel métier. Il y a un référentiel de la Haute Autorité de Santé pour la médiation en santé, mais il n'y a pas de référentiel métier pour le travailleur pair. Et il n'y a pas de reconnaissance du métier dans les grilles salariales et dans les conventions qui sont majoritairement les conventions 51 et 66 du secteur de la lutte contre les exclusions. Et cette question de la reconnaissance et des grilles se pose aussi sur comment on valorise dans la rémunération un savoir expérientiel. Un savoir académique, il y a un niveau de diplôme auquel correspond un niveau de rémunération. Un savoir professionnel, il y a des points d'ancienneté, des points de technicité qui valorisent ce savoir professionnel. Mais le savoir expérientiel, il peut être issu d'une expérience de vie de 15 ans. Et cette expérience de vie est très compliquée à valoriser dans le cadre de la rémunération du travail pair. Et donc, il y avait dans le groupe de travail des discussions pour dire qu'il fallait valoriser cette expérience de vie pour l'intégration des travailleurs pairs et pour leur rémunération. On a eu aussi dans l'enquête des structures avec des modèles différents, avec des modèles où il y a des médiateurs et médiatrices santé pair qui sont en CDI,
et des modèles où où c'est dans un atelier chantier d'insertion, un ACI, que se déploie le travail pair. C'est le cas de la Fondation Armée du Salut ou des Enfants du Canal. Et donc là, les travailleurs et travailleuses pair sont sur des contrats à durée déterminée d'insertion, avec un maximum théorique de 2 ans de contrat et souvent des passages plus courts. Et on a aussi eu certaines structures qui ont fait le choix de recruter des travailleurs et travailleuses pairs sur des fiches de poste d'intervenants et d'intervenantes sociaux et sociales. Et ce qui nous amène aussi à réfléchir sur l'hybridation des savoirs, et qui me fait la transition vers la partie suivante sur de quoi est-on pair. On a vu qu'on peut être pair. Alors, le travail pair, c'est une expérience de vie stigmatisante ou jugée négative par la société qui permet le savoir expérientiel. Et dans ces expériences de vie stigmatisantes, on avait la vie à la rue, les troubles psychiques, le vécu de migration, l'expérience des addictions. On a une diversité de savoirs expérientiels et donc une diversité d'approches par les travailleurs et travailleuses pairs de ces questions-là. Il y a une question qui est ressortie et qui va faire le lien avec la partie suivante, mais il y a une question qui est ressortie qui est celle de savoir si l'expérience suffit pour être pair. Parfois, même 2 personnes qui ont un vécu de vie à la rue n'ont pas forcément vécu de la même manière. 2 personnes qui ont vécu des expériences de troubles psychiques et qui vivent avec des troubles psychiques, certains ont pu avoir une expérience très violente de l'institution psychiatrique, d'autres peuvent avoir une autre expérience de la vie avec les troubles psychiques. Mais ce qui compte, c'est de pouvoir ne pas considérer que son expérience est vérité, mais de pouvoir se baser sur son expérience pour travailler avec les personnes accueillies et accompagnées. Et on a aussi eu c'était pas un débat, mais c'est 2 pratiques différentes selon des structures sur est-ce qu'une personne anciennement accompagnée par la structure peut être travailleur pair ou travailleuse pair dans la structure dans laquelle elle a été accompagnée. Et ça, on a des structures qui recrutent des travailleurs pairs, alors pas uniquement, mais notamment parmi des personnes qui ont déjà été accompagnées. Et sur d'autres structures, c'est un critère de ne pas avoir été accompagné par la structure pour être travailleur ou travailleuse pair. Donc là aussi, nous, on s'est attaché à décrire la réalité multiforme et pas à donner une vérité absolue, parce que qui serions-nous pour donner une vérité absolue sur ces questions ? Et on a une vraie question sur l'hybridation des savoirs qui est ressortie des entretiens avec plusieurs travailleurs pairs. On a des travailleurs et travailleuses pairs qui ont un savoir expérientiel, mais qui ont parfois aussi un savoir académique, qui ont parfois un savoir professionnel parce qu'ils ont fait des études dans le champ social, qui ont un savoir issu de formation, par exemple, sur l'éducation thérapeutique du patient. Et on a vraiment observé dans notre projet cette hybridation des savoirs qui est assez intéressante, de dire que le savoir expérientiel peut être complété par d'autres types de savoirs et important dans le travail pair. Et donc, une autre question qui nous est apparue comme intéressante, c'était la question de la formation. Et c'est une question qui fait débat lorsqu'on discute travail pair, parce qu'elle pose la question de est-ce que l'expérience fait compétence, ou est-ce qu'il faut une formation pour que l'expérience fasse compétence. Et donc il y a des courants contraires sur la question de la formation. Est-ce qu'on considère que la formation va uniformiser le travail pair et donc perdre l'individualité du travail pair que l'on recherche, et quand on dit travail pair, l'expression diamant brut qui est utilisée notamment en Belgique, ou est-ce qu'on considère que l'expérience va être un moyen si on considère que la formation
va être un moyen pour faire de l'expérience une compétence, mais un moyen qui se met au service du savoir expérientiel et qui ne vient pas remplacer le savoir expérientiel. Et on voit que selon les structures, il y a des structures qui font de la formation un prérequis, d'autres qui font du suivi de la formation en poste un prérequis. Et il y a des formations diverses qui existent. Dans les guides qu'on vous a distribués, on a fait certains focus formation pour mettre la lumière sur différents types de formations qui existent pour les travailleurs et les travailleuses pairs. Et du coup, la question de la formation, elle est ressortie dans nos travaux comme étant aussi transverse. Et il a été important pour nous de ne pas oublier que la formation, c'est aussi la professionnalisation sur poste. Et donc, il y a des structures qui ont de la formation sur poste. Les ateliers chantiers d'insertion, la formation fait partie de l'atelier. Et on a également une professionnalisation qui se fait sur poste des travailleurs et travailleuses pairs. Sur la question de la santé mentale, qui nous intéressait dans ce projet, donc comme l'a dit Sophie, on est reparti de la définition de l'OMS. Et donc la santé mentale ne se limite pas à l'absence de troubles ou de maladies psychiques. C'est un état de bien-être, et dans l'accompagnement des personnes à la rue ou hébergées, on parlera de rétablissement tout à l'heure, mais on peut considérer que l'accompagnement vise à faire en sorte que les personnes puissent réaliser leur potentiel. Et faire en sorte que les personnes puissent réaliser leur potentiel, c'est un élément de la santé mentale des personnes accompagnées. On a vu plusieurs rôles des travailleurs pairs dans cette question de la santé mentale. Il y a déjà un rôle de médiation dans certaines structures où la travailleur ou travailleuse pair qui a connu, qui vit avec des troubles psychiques, peut aussi expliquer au reste de l'équipe que si telle personne tremble, c'est à cause du lithium, qui peut expliquer aussi les difficultés liées au traitement pour les personnes. On a aussi un rôle parfois de détecter des signes fantômes. Quand on a vécu un trouble psychique, on peut plus facilement détecter les signes fantômes de la santé mentale. Et il y a un rôle aussi de déstigmatisation de la santé mentale qui est beaucoup ressorti dans les entretiens qu'on a pu avoir avec les travailleurs ou les travailleuses pairs. De dire, et un rôle d'espoir aussi, de dire aux personnes, regardez, moi je vis avec un trouble psychique, et pourtant je travaille, et pourtant je ne suis pas fou ou folle. Et donc c'est aussi déstigmatiser pour les personnes la santé mentale et les troubles en santé mentale. Et ensuite, il y a un impact sur les travailleurs et travailleuses pairs eux-mêmes du travail pair, dans le sens où, quand on parle de réaliser son potentiel, c'est également pouvoir exercer un emploi, faire sens, c'est sorti souvent, faire sens d'une expérience de vie stigmatisante. Et donc, on a un concours du travail pair sur le bien-être des personnes travailleurs et travailleuses pairs. Donc ça, c'était un peu quelques axes du travail d'enquête des monographies qui sont ressortis. Alors, vous verrez dans le guide, il y en a plein d'autres. Mais là, j'ai essayé d'être synthétique. Et du coup, on a des outils qui ont été aussi conçus pour accompagner les structures du champ de la lutte contre les exclusions à développer le travail pair. Et donc, on a 5 outils. Un outil sur travail pair et rétablissement qui vise à favoriser l'inscription du déploiement du travail pair dans une approche rétablissement dans les structures. Et on parlera, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'on va parler avec nos premiers intervenants pour notre première table ronde de la question du rétablissement et du travail pair. On a un outil sur le recrutement des travailleurs pairs et qui pose aussi la question de comment on prépare en équipe, en amont, l'arrivée d'un travailleur ou d'une travailleuse pair. Et on a, alors pas dans la version papier des outils, mais la version numérique qui est sur notre site, on a mis en annexe différentes fiches de poste d'associations qui développent le travail pair pour aussi donner des exemples de fiches de poste.
Et il y a également des fiches de poste type qui sont proposées dans le guide de la Fédération des acteurs de la solidarité nationale, publié en 2018 avec la DIAL, développer le travail pair dans le champ de la veille sociale, de l'hébergement et du logement, où il y a une fiche de poste type. Mais ce qui paraissait important au groupe de travail, c'était de vraiment valoriser la préparation du recrutement d'un travailleur ou d'une travailleuse pair dans les équipes. On a un outil sur la place dans l'équipe et l'articulation entre travailleurs pairs et le reste de l'équipe pour donner des exemples de comment ça se passe ailleurs et comment ça peut se passer. On a un outil sur la formation et l'accompagnement professionnel où on a une partie formation avec, je le disais tout à l'heure, des fiches sur différentes formations qui existent. On n'est pas exhaustif. Il y a d'autres formations qui existent, mais là, l'idée, c'était de mettre un focus sur quelques-unes des formations. On a une partie sur l'accompagnement à la valorisation de compétences et une partie sur le fait de permettre aux travailleurs pairs et travailleuses pairs de poursuivre leur parcours professionnel en interne ou en externe. Et enfin, le dernier outil, qui est un peu plus juridique, mais qu'on a essayé de faire paraître plus léger, c'est un outil sur la confidentialité, le secret professionnel et le travail pair, parce que c'est un enjeu qui est ressorti de nos travaux, de savoir quel niveau d'information devait avoir le travailleur pair ou la travailleuse pair. Et donc, c'est un outil qui rappelle un peu les règles du secret professionnel, les règles du règlement général à la protection des données, du RGPD, et les règles qui peuvent s'appliquer aux travailleurs et travailleuses pair dans le secteur.